Bienvenue à vous pour cette conférence du Café Coupe de la Gazette Café, la dernière du mois, enfin pour moi de la saison, puisqu'après je reprendrai le 5 septembre. Donc le thème que j'ai choisi d'aborder ce soir, c'est une question de l'identité des genres, avec y a-t-il, c'est une question plutôt que je pose, que je n'affirme pas, hein, c'est pour ça que ça va être aussi une conférence débat avec vous. Y a-t-il un féminin frustré et un masculin castré? Voilà. C'est une question, un sujet qui m'a interpellée il y a quelque temps. Pourquoi? Parce que je suis psychologue psychothérapeute, à ce titre-là aussi j'anime des stages de thérapie sur la relation amoureuse et aussi des stages de tantra. Et donc, ce que j'ai pu observer dans les stages que j'anime, c'est qu'il y avait pour certaines femmes une forme d'insatisfaction, de frustration, de non-compréhension des hommes qui se trouvaient autour d'elles. Et donc, quand l'insatisfaction se lève, l'irritation, la frustration se pointe, et des malentendus aussi, des incompréhensions sur la population homme, masculine en général. Et ça peut être dommageable de faire des généralisations et de se méprendre ou de mal se comprendre parce qu'on va générer des clichés, des a priori sur les hommes en général. Et donc vous savez que plus on est insatisfaite et plus on peut être persécutrice et diabolique, nous les femmes. Et du côté, ce que j'ai pu observer du côté des hommes, c'était une volonté, en tout cas chez les hommes que je rencontre moi dans des stages comme ça. Ça ne veut pas dire que tous les hommes de tous les milieux sont comme ça en Occident, hein. Je pointe ceux que j'ai rencontrés fréquemment dans mes stages. C'est une observation, c'est pour ça que j'ai eu envie de créer ce thème. Qu'ils étaient entre guillemets un peu mous, un peu mous dans le sens de ne pas assumer vraiment la virilité. Ce que j'ai appelé moi derrière un masculin castré. Pourquoi? Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils avaient très envie de plaire, d'être aimants, d'être doux, d'être attentionnés, de vénérer ces femmes, de les respecter. Donc en fait de séduire les femmes, voilà, d'être leur égal entre guillemets, mais surtout de pouvoir être aimé d'elles. Et à partir de là, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait comme une dépréciation de l'identité masculine, et de l'identité masculine virile, forte, confondue avec la violence. Voilà. Et donc ça donnait quelque chose d'un peu mou comme ça, d'un peu j'y vais pas, j'ai envie de séduire mais j'y vais pas vraiment, ou j'y vais en étant dans une telle délicatesse que c'est un flou artistique, elles comprennent plus rien, et du coup c'est tellement flou et flottant que ça devient louche, et que les femmes qui étaient en face commençaient à se demander mais qu'est-ce qu'il veut pas, c'est pas clair, il veut pas, mais c'est tellement sournois et souterrain que ça devient plus que louche. Et donc ça augmente la méfiance chez ces femmes-là que j'avais remarqué, que j'avais observé, et du coup ça augmente la méfiance et ça augmente la peur, et la peur que ces hommes soient des prédateurs, des hommes voilà, qui les consomment comme des objets, etc. Donc c'est ce thème que je voudrais aborder, parce que ça m'a vraiment interpellée, et c'est plutôt en forme de questionnement et non en forme d'affirmation. Parce que je n'ai jamais, j'ai jamais comme prétention, ni comme volonté d'ailleurs, d'affirmer quoi que ce soit. Je suis plutôt là en général pour interroger les excès en tout genre, ou oui, les excès, c'est-à-dire une position qui pourrait partir dans un sens et qui serait crue comme vraie. Et donc pour moi c'est plutôt d'interroger les normes, d'interroger les affirmations et de les appréhender sous différents angles. Bon, moi je suis psychologue, donc je vais plutôt appréhender ça sous l'angle psychologique et pas sociologique, mais il y a d'autres regards qui sont portés évidemment en ce moment par pas mal de femmes sur la question de la crise du masculin ou de la différence homme-femme. Donc je ne vais pas non plus
porter ce regard sociologique parce que c'est pas moi, et que je voudrais juste interroger cette question, y a-t-il un féminin irrité, irritable, qui est quand même assez positionné et qui est donc entre guillemets frustré et qui du coup va prolonger ainsi la guerre des sexes. Et c'est surtout ce qui m'inquiète, moi, c'est de voir ce prolongement de la guerre des sexes à travers des luttes de pouvoir. Un coup, c'est la domination masculine avec l'héritage du patriarcat, et donc on veut se séparer de ça. Et donc les féministes veulent réécrire l'histoire à travers une forme de libération en devenant féministes, hein, et en revendiquant des droits, et c'est superbe que ça existe, heureusement, pour nous en Occident, pour nous les femmes en Occident. Et à la fois, il ne faudrait pas que ça devienne cette histoire de prendre, revendiquer des droits, ok, mais jusqu'où ça va? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un courant féministe, ça c'est pas moi qui le dis, c'était plutôt Natacha Polony, que j'aime beaucoup, hein, qui écrit ça dans son bouquin L'homme et l'avenir de la femme, que je cite, j'aime bien, et elle dit comme ça, mais est-ce que c'est pas une manière pour les femmes aussi, dans ces courants féministes, certaines, de se mettre en opposition par rapport à l'héritage du patriarcat, par rapport à la domination masculine, et donc de partir en guerre contre le sexe opposé, et donc de faire exactement comme eux, hein, au final, c'est-à-dire de s'avérer dans une forme de « je prends par la force le pouvoir ». Et donc je perpétue ainsi la guerre des sexes qui n'en finira jamais, hein, et qui n'a à mon avis, aucun intérêt à mon sens. Voilà. Et donc c'était la question, c'est la question du jour, avec aussi la question qui est ici, y a-t-il une crise d'identité masculine? Parce que certains préconisent qu'il y a une crise du masculin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, je viens de vous dire que j'observe de temps en temps un masculin un peu mou, comme ça, hein, où les valeurs sont un peu pas claires, en tout cas, hein, comme si la virilité est remise en question, parce que certains ont tellement envie d'être dans une polarité féminine aussi, sensibilité, être attentionné, être aimant, communicant, comme je l'ai dit, s'ils se départissent totalement du pôle masculin, entre guillemets dit fort, du coup ils deviennent un peu mous comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai pu observer, donc c'était à questionner. Donc vous verrez que d'abord dans un premier temps, je vais faire un peu mon exposé, là, je vais dire ce que j'en pense, hein, ou comment je vois les choses, hein. Je pense que je ferai une thèse, une antithèse, et puis après j'aimerais bien débattre avec vous, de voir qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont vos observations sur l'identité masculine. Est-ce que vous trouvez comme moi qu'il y a une forme parfois chez certains hommes et pas chez tous, de difficulté à oser le masculin vertical, hein, vraiment à asseoir ça, à assumer l'envie de prendre, l'envie d'aller vers, l'envie de séduire, toutes les qualités liées au masculin, quoi, hein, et d'assumer donc la séduction, hein, je veux aller vers toi, hein, si c'est dans un rapport homme-femme de séduction, hein, quelque chose qui est assumé. Ou est-ce qu'au contraire il y a quelque chose de difficile pour eux qui est j'ai envie d'y aller mais j'y vais pas, je m'inhibe, hein, et donc je me rétracte, hein, donc il y a une envie d'aller vers et puis il y a une inhibition juste derrière comme ça qui est je peux pas, parce que si d'un coup je m'assume dans ma force, alors je vais apparaître dans une image d'un homme qui est méchant, prédateur, qui prend les femmes comme des objets, qui peut être violent, et donc les hommes n'ont pas envie de correspondre à cette image-là. Donc ils vont parfois s'inhiber, à mon sens, pour éviter d'apparaître chez les femmes de cette manière-là, parce que pour eux, ça serait contre-productif, évidemment. Il me vient une idée d'ailleurs par rapport à ça, c'est que les hommes que j'ai souvent dans ma patientèle, hein, puisque je suis psychothérapeute au cabinet, et donc je vois souvent des hommes qui ont eu ces hommes-là que je décris, hein, qui ont peur d'aller vers, d'assumer leur force et vraiment leur force de séduction. Souvent, ils ont eu des parents, soit un père violent, ou alcoolique, ou violent, ou très dominateur, autoritaire, comme ça. Soit physiquement, soit verbalement d'ailleurs, et donc, ou des frères, ou des images d'hommes, en tout cas autour d'eux, qui sont dans la violence plutôt, hein, mais par la force, brutale. Et donc à partir de là, l'enfant qui se construit avec des images d'hommes comme ça, autour de lui, et je comprends, n'a pas du tout envie
de fonctionner comme ça. Il va prendre le contre-modèle, il va se dire, moi quand je serai grand, je ne veux pas faire de mal à maman, ni à moi, ni aux enfants. Donc je vais devenir un homme gentil, un homme aimant, un homme doux, hein, sensible, etc. Surtout pas la violence, tout sauf la violence. Donc va se construire comme ça dans la psyché de ces garçons en devenir, une forme de... Je suis un homme parce que je suis dans le corps d'un homme, mais je veux être un gentil homme. Et donc, il va y avoir une contradiction entre le fait d'assumer son masculin, hein, et en même temps de rester dans quelque chose d'attentionné, de non violent. Et donc la confusion qui va être faite, pour moi, c'est la confusion entre l'affirmation de soi, la force, la virilité, bon, puis plein d'autres qualités, et la violence. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 2 branches dans l'émotion de la colère. Hein. Quand on parle de colère, hein, la colère c'est aussi en lien avec ben voilà, je mets mes limites, je ne suis pas d'accord avec toi, ou j'assume qui je suis, etc. Et donc dans l'émotion de la colère, il y a la branche de l'affirmation de soi et la branche de la violence. Donc c'est pas pareil. Mais ce sont des dérivés, ce sont 2 branches de l'émotion de la colère. Donc l'agressivité saine, on parle comme ça en général dans notre jargon, et l'agressivité, passage à l'acte de la violence. Et ce sont 2 choses différentes. Et très souvent, chez ces hommes-là que j'ai en clientèle dont je vous parlais, est confondue l'agressivité saine, qui est la puissance, qu'on peut voilà, rassembler autour de la masculinité, et la puissance et la violence, ça n'a rien à voir. L'affirmation de soi, j'assume qui je suis, j'ai envie, j'ai du désir d'aller vers toi et je te le montre clairement, c'est pas du tout la même chose que la violence, ça n'a rien à voir. Et donc il y a une confusion souvent entre la violence et l'affirmation. Et donc ces moments où ces hommes ne sont pas en capacité d'assumer vraiment leurs propres désirs et de dire voilà, moi je veux ça, je te veux, ou je veux aller là et je veux pas aller là, voilà, ce que je veux c'est aller là, ce positionnement clair, quand ils sont pas capables de le tenir parce qu'ils veulent apparaître dans une image d'eux-mêmes idéale d'un homme gentil, doux, aimant, machin, tout ça, et ben ça fait de l'inhibition. Et donc ça fait ce que je disais, du flou artistique, et c'est space quoi. Pour les femmes c'est space, ça fait monter la méfiance. Et l'association homme-méfiance fait beaucoup de mal aux femmes, mais aussi beaucoup aux hommes. Parce que ça crée de l'auto-agressivité. Quelque part, c'est contre eux-mêmes, finalement. C'est contre-productif et ça se joue contre eux. J'ai aussi des hommes qui viennent me consulter pour ces questions-là, hein, parce qu'ils ont un désir inhibé. Ils se sentent castrés, ils le disent d'ailleurs. Alors, ils ne disent pas le mot castré, c'est pas dans le vocabulaire, mais ils vont dire... voilà, j'ose pas, donc je suis timide, je suis introvertie, quand j'y vais, donc je vais dans la relation à la femme, et puis quelque part je me sens petit, hein, je me sens pas à la hauteur, j'ai peur, en fait ils ont peur d'elle, ils ont peur des réactions, comme si la femme est toute puissante, ils donnent le pouvoir à la femme, hein, et la femme, elle se retrouve avec cette autorité de fait, hein, ce pouvoir, mais elle ne sait plus quoi en faire. Pourquoi ? Parce que bien souvent, les femmes, et c'est pas moi qui le dis, mais je l'ai vérifié aussi en tant que femme, c'est qu'elles ont besoin, dans la relation amoureuse, d'un homme qui contienne, d'un homme qui soit en face, d'un vrai homme en face d'une vraie femme. Mais pour qu'il y ait un vrai homme, il faut qu'il soit carré, quoi. Il faut qu'il soit là, hein, qu'il soit clairement là. Parce que s'il est là sans être là, tout en étant là, tout en ayant vachement la frousse, du coup, il ne peut pas contenir. Et la femme qui n'est pas contenue se sent, c'est anxiogène très souvent, il y a quelque chose d'angoissant de ne pas être contenue parce que c'est comme s'il n'y avait pas de limite hein, et qu'elle peut tout. Et elle ne sait plus quoi en faire de cette autorité que lui confie, le pouvoir que lui confie l'homme qui est en face, qui a tendance à y aller sans y aller et à être assez inhibé finalement. Et c'est souffrant, moi ces hommes que je vois et qui me consultent sont en souffrance réelle parce qu'ils ont tellement peur d'être de leur propre violence, qui n'en est pas une évidemment, mais qu'ils imagineraient devenir très vite violents, que du coup ils perdent l'émotion de la colère et l'émotion de mettre leurs limites et de se positionner tout simplement. Hein, voilà. Donc ça c'est un peu mes observations personnelles hein, du masculin castré. En même temps, je vais faire l'antithèse, c'est-à-dire que c'est bien gentil de dire qu'il y a une crise de la masculinité, qu'il y a des hommes qui sont un peu mous comme ça, un peu inhibés, trop gentils, qui vénèrent trop, qui mettent trop sur un piédestal la femme, tellement la femme est vénérée, amen, la femme ceci, la femme cela. Puis
puisqu'en ce moment les valeurs du féminin sont à la hausse en plus, ce qui va rajouter une couche, mais je parle en Occident évidemment, hein. Donc les valeurs du féminin sont à la hausse, et donc du coup ça rajoute une couche, hein, sur le féminin sacré, hein. Bon, je m'amuse un peu parce que je suis aussi fait partie de ce mouvement, mais en même temps ça m'amuse de voir les excès de ce truc-là, qui fait que certains hommes vont tellement se sentir en devoir de vénérer le féminin, hein, que du coup ils s'y perdent là-dedans. Voilà. Donc l'idée, ça serait de ne pas s'y perdre et de se trouver quand même, de se rencontrer dans sa masculinité et de ne pas en avoir peur. Voilà. Donc l'antithèse du masculin, de la crise de la masculinité, ça serait, ben non, en fait, il y a quand même, et on le voit en Occident, parce que je ne parle pas des pays qui ne sont pas en Occident, hein, tous les autres pays où la femme est sous le voile, j'en parle même pas, parce que là, s'exerce encore la domination masculine, bon, du patriarcat, donc ça, on n'en parle même pas, je ne vais même pas tergiverser là-dessus. Je reviens sur l'Occident, où quand même la femme a pris sa place sur le plan sociétal depuis la révolution, depuis la libération de la sexualité féminine des 68, hein, 60-68, des années 70. Donc les droits quand même des femmes sont quand même, se sont vachement améliorés, elle a sa place dans la société, il y a quand même beaucoup plus d'égalité, même si encore aujourd'hui, bon, c'est pas encore ça, hein. Il y a une discrimination des salaires encore pour les femmes, elles ont encore des difficultés, voilà, il y a quand même des inégalités sociales de toute façon, hein, au niveau des femmes et des hommes. Donc c'est encore juste maintenant. Donc il ne faudrait pas non plus dire que voilà, tout est à égalité et que on n'est plus dans le patriarcat et c'est totalement fini, c'est abrogé, etc. Non, ça c'est pas vrai. Mais bon, ça va quand même mieux. Il y a quand même une évolution des mœurs et les valeurs du féminin sont à la hausse vraiment, hein. On distribue en veux-tu, en voilà, et notamment dans le monde du développement personnel, ces valeurs du féminin, la réceptivité, la douceur, l'amour, le cœur, la reliance, le cœur à cœur, la connexion, enfin il y en a plein, hein, l'accueil, la réception, enfin voilà, il y en a plein qui m'échappent parce qu'il y a plein de qualités attribuées au féminin qui sont valorisées, mais parfois, et ça c'est là que j'interroge, des fois survalorisées. Parce que la survalorisation des valeurs du féminin leur fait pas du bien aux femmes finalement, parce qu'elles vont retrouver des hommes en face de ce que je viens de décrire, qui sont perdus là-dedans. Voilà. Et l'antithèse, c'est qu'il y a quand même encore une domination masculine quand même, et ça je le vois aussi, dans certains cercles, on va trouver des hommes qui ne veulent pas, des hommes à responsabilité, hein, qui sont pas dans des emplois précaires, mais qui ont des fortes responsabilités et qui n'admettent pas les femmes, même si elles ont des super postes à responsabilité. Ils veulent rester entre eux, un peu brut de décoffrage comme ça, un peu macho, on reste entre nous, on ne veut pas les femmes, voilà. Donc ça existe aussi, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein. Donc on ne va pas dire tous les hommes sont castrés, je vais plutôt présupposer que certains hommes sont embêtés avec ça, avec leur masculinité, et d'autres continuent d'exercer une forme de pouvoir. J'avais fait une conférence il n'y a pas très longtemps sur le mâle alpha, hein. L'alpha, enfin c'est pas le mâle, c'est le profil alpha, qui peut se diviser aussi en femelle alpha, les femmes et les hommes alpha, donc des personnes qui prennent le pouvoir sur les autres, et en même temps, voilà, donc il y en a certains qui continuent d'exercer leur pouvoir, de se sentir bien entre eux, de parler de football, enfin tout ce que vous voulez, et qui ont des tendances machistes quand même, ça existe encore, hein. C'est pas ça, je ne vais pas parler de ça, ça existe. Donc l'antithèse, c'est que tous les hommes ne sont pas castrés et tous les hommes ne sont pas là dans une difficulté de la masculinité. Il y en a certains, voilà. Moi c'est ce que j'observe, c'est ce que j'observe, c'est mes observations, après vous me direz ce que vous en pensez. Et puis on voit apparaître, et ça c'est pas moi qui l'invente, c'était dans l'actualité, les masculinistes. On voit apparaître un mouvement qui s'appelle les masculinistes, comme les féministes, donc maintenant c'est les masculinistes, je ne vous ai peut-être pas entendu parler, et notamment les incels, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces hommes qui sont des célibataires involontaires et qui revendiquent des droits en s'opposant aux femmes parce qu'ils se disent rejeter des femmes, que les femmes ont pris le pouvoir et qu'à ce titre-là, eux ils sont moches, ils ne sont pas assez séduisants, ils ne sont pas assez avenants, il y a des mâles alpha qui ont tout le pouvoir et eux ils n'ont aucun pouvoir et ils ne peuvent pas plaire aux femmes. Donc comme ils se sentent rejetés, ils en veulent aux femmes,
ils ne se remettent pas en question, ils ne sont pas capables, hein. Donc ils ne se remettent pas du tout en question, et ils sont sur des forums, des blogs, etc. Donc ils se retrouvent entre eux sur des technologies genre Internet, et ils en veulent énormément, et donc on est vraiment dans la guerre des sexes. Et ils s'imaginent, évidemment c'est un imaginaire, que les femmes sont vraiment les méchantes, les sorcières, qu'elles prennent tout le pouvoir dans la société, et que voilà, ils ne pourront jamais leur plaire. Que seuls les hommes alpha peuvent plaire. Les beaux, les intelligents, ceux qui ont le pouvoir, qui ont des bons postes, une belle voiture, etc. Et donc ceux-là ont quand même, il n'y a pas très longtemps, hein, à Toronto, il y a eu un des incels, là, un chef de bande, là, qui est parti quand même créer un attentat suicide, juste pour dire. Donc ça existe. C'est pas fréquent, mais ça existe. Il y a quand même un mouvement masculiniste qui, à mon avis, est le prolongement d'un mouvement féministe qui s'oppose à la domination masculine, mais qui est du même ordre que les masculinistes. Et je ne reviens pas du tout sur le mouvement féministe qui revendique des droits. Ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est deux choses différentes. Revendiquer des droits, certes, évidemment, très bien. Moi, je trouve ça génial qu'il y ait des femmes qui militent pour le harcèlement sexuel, qui vont vers une plus grande justice pour pénaliser, sanctionner, etc. Mais après, il peut y avoir des abus de ça. Ça peut prendre une telle envergure qu'on ne sait plus de quel endroit ça part. Est-ce que c'est une femme en colère qui est tellement en colère qu'elle part au combat contre les hommes? Mais c'est ça le truc, hein, c'est ça que j'interroge. Ou est-ce que c'est simplement pour prendre sa place dans la société, pour revendiquer des droits? C'est différent. Si je pars en colère contre les hommes, je m'oppose à, je leur en veux, et ça part d'une très grande peur. Il ne faut pas oublier que certaines femmes, et notamment celles qui ont été abusées, ou qui ont vu leur mère abusée, ou qui ont été sous l'autorité d'un père violent, etc., ont dans leurs cellules des marquages de terreur. Et de terreur, et cette terreur, elle est à un niveau, ce marquage est à un niveau cellulaire, c'est pour ça que je dis cellulaire, c'est-à-dire c'est marqué au niveau du cerveau reptilien. Et donc les réflexes, il faut savoir que quand on est dans un régime de terreur, enfant, qu'est-ce qu'on va construire? C'est les réponses du premier cerveau reptilien qui est réponse de fuite ou de combat. Donc soit la petite en devenir va se rétracter, hein, s'inhiber et se dire oh là là j'ai peur, je reste dans mon coin et je vais plus tellement fréquenter des hommes, hein, parce que les hommes sont dangereux, stigmatisés, et tous les hommes sont stigmatisés, dangereux. Ou alors elle va partir en guerre, les hommes sont dangereux, je me méfie des hommes, et donc partons en guerre contre les hommes. Donc menons des luttes, militons, pourquoi pas, c'est respectable de militer, mais à partir de quel endroit ça part? C'est ça qui est interrogé à mon avis, parce que si je pars en guerre contre le sexe opposé, on est mal barré. Parce qu'on va pas, c'est interminable l'histoire, hein. Voilà. Ça c'était le point aussi que je voulais révéler avec vous. Autre point sur ce sujet aussi qui m'a frappée, c'est la question aussi du lissage des identités du genre. Probablement vous avez remarqué qu'ici, à notre époque contemporaine, dans notre société occidentale, on voit apparaître dans les mœurs, et notamment les mœurs de la relation amoureuse ou les mœurs de la relation sexuelle, quelque chose de genre du lissage, de l'androgyne, hein. Donc on parle beaucoup dans le milieu du non-personnel depuis des années, 10-15 ans, de relier dans chaque être féminin ou masculin, chaque femme devrait rencontrer sa polarité féminine et masculine, chaque homme devrait rencontrer sa polarité masculine et féminine à l'intérieur de lui pour s'équilibrer. Donc ça c'est archi courant, il y a des bouquins là-dessus, en veux-tu, en voilà. Donc il y a beaucoup de choses en développement personnel autour de rééquilibrez-vous, remettez vos pendules à l'heure, développez, si vous avez un manque, vous les femmes, de masculin, mettez du féminin, si vous avez un manque de féminin, mettez du masculin, enfin bref, rééquilibrez vos pôles et vous serez une femme ou un homme complète, et à ce moment-là, vous pourrez rencontrer un homme complet en face de vous. On appelle une femme solaire et un homme lunaire, enfin, quelque chose comme ça. Bon, bref, donc cette histoire d'antidote qui pourrait, pour moi, ça serait une antidote. C'est-à-dire une antidote à l'identité différenciée. Donc quelque chose d'un peu indifférencié, voilà, de non discriminé. Donc on pourrait aller ou tendre vers, ou avoir l'intention de tendre vers quelque chose de plus androgyne. Voilà, soyons un peu du même. Voilà, nous allons nous équilibrer dans nos polarités.
Et puis nous allons donc faire quelque chose d'un peu indifférencié. Voilà. Donc les femmes s'habillent facilement en hommes, les hommes commencent à se convertir aux valeurs du féminin, ils s'épilent, vous avez remarqué de plus en plus, ils ont des produits de maquillage, des produits de, je sais pas quoi, de beauté, ils en achètent un paquet. Maintenant, ça c'était il y a 10-15 ans, vous ne voyez pas, hein, sur Playboy, il n'y avait pas ça. Maintenant, en veux-tu, en voilà, des produits féminins. Et donc, il y a un lissage. Et pourquoi pas? C'est juste une observation que je pose comme ça, et je me disais, mais est-ce que c'est une bonne idée d'aller vers ce lissage, de cette espèce de magma indifférencié, ou au contraire, est-ce que ça va tendre vers quelque chose qui ne va pas nous rendre service? Parce qu'à ne pas rester dans une forme de, voilà, l'identité masculine c'est ça, l'identité féminine c'est ça, à ce moment-là on peut peut-être se rencontrer à partir d'un endroit de la différence et pas un endroit de la ressemblance. Parce que dans le gémellaire ça devient tout mou, on revient sur quelque chose de castré. Pour moi il y a quelque chose de la mollesse, de espèce de lissage de tous les genres là, et on s'y retrouve plus non plus. Enfin, en tant que femme, moi franchement, hein, dans mon expérience, quand je vois des hommes qui sont archi épilés, qui sont tout gentils, tout avenants, tout féminins, qui commencent à se profiler comme des femmes, bah voilà quoi, bon et après quoi, hein. Alors je suis pas en train de dire que je préfère les hommes machos, bruts, vas-y, dominants, machin, tout ça, c'est pas ça non plus, hein, mais c'est entre ça et ça, il y a une nuance. Entre tout ou rien, il y a une nuance. Et en tout cas, voilà, ce que je voulais voir avec vous, c'est cet excès, hein, je trouve, de non-discrimination, et ça va aussi avec ce mouvement très peace and love, soyons en amour, soyons doux, soyons en amour, la culture de l'amour universel. Alors voilà, nous devons nous aimer à partir du cœur et tout ça, et à un moment donné, ça enlève cette espèce d'identité on ne s'assume plus quoi, pour moi. Voilà. Ah, ça, c'est mes observations personnelles. Voilà. Oui, c'est personnel. C'est pour ça que je voulais en discuter avec vous sur comment vous vivez les choses, comment vous l'observez, comment vous le notez, vos lectures, voilà, comment vous l'appréhendez. Évidemment, on peut en débattre, ça pourrait être intéressant. Moi, je serais vraiment partante pour mener un débat sur ces questions-là, sachant que je n'ai pas un positionnement vraiment avéré. Je suis plutôt en interrogation de voir, voilà, j'observe cette espèce de crise de la masculinité chez certains hommes, jusqu'à avoir des dysfonctions érectiles, hein, des hommes qui deviennent impuissants, hein, à cause de cette relation à l'image d'un homme parfait, d'un homme qui se voudrait vraiment gentil, aimant, avenant. Hein. Et rappelez-vous que, et je le dis toujours dans toutes mes conférences, mais je le redis, c'est qu'à chaque fois qu'on a une représentation idéale de ce qu'on voudrait être, il y a une désillusion de soi et de l'autre en face. Et pareil pour les femmes qui sont frustrées, parce que j'ai parlé du masculin castré, mais j'ai pas encore beaucoup parlé des féminins frustrés. Les femmes sont souvent frustrées parce qu'elles attendent beaucoup des hommes. Elles attendent, et moi je remarque dans la jeune génération, plus que dans la mienne, elles ont encore beaucoup moins de mal à se positionner, à savoir ce qu'elles veulent en fait. Alors que les hommes sont un peu plus perdus dans leur positionnement d'homme. Elles savent plus elles ont plus d'attentes précises. Voilà, je veux un homme comme ça, je veux un homme comme ça. Et les attentes sont assez précises chez les femmes et chez les jeunes femmes. Je veux un homme qui soit à la fois sécurisant, qui soit à la fois attentionné, qui partage les tâches, qui soit présent à la maison, voilà, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la logistique. Alors même si elles n'ont pas tout ça, elles savent ce qu'elles veulent. Je veux un homme qui communique. En fait, il y a beaucoup d'attentes. Hein. Il doit être communicant, il doit être attentionné, il doit être présent à la maison, il doit partager les tâches, il doit ça. Donc la checklist, elle est super longue, quoi. Hein. Donc ces attentes idéalisées, hein, avec ce rêve du bonheur à la clé du couple idéal, fait que qu'il y a une déception, il y a une désillusion, parce que très souvent l'homme ne correspond pas du tout au tableau. Il est trop la barre est trop haute. Et donc après, il y a de la frustration. Il devrait, il n'est pas. Qu'est-ce que je fais de ma frustration entre l'écart entre l'idéal et le réel? Ces femmes-là, elles commencent à faire des reproches.
Elles se disent, mais c'est pas normal, moi j'ai pas acheté cet homme-là. J'ai acheté un homme qui, normalement, comme toutes mes copines, hein, puisqu'il y a des normes sociétales, devrait être comme ça, correspondre au modèle. Donc elles commencent à être frustrées, donc irritées, donc elles font des reproches. Plus il y a des reproches, plus l'homme en face, il devient réactif, sur la défensive. Il se dit, mais non, donc ils sont chacun dans leurs blessures, ça tape et ça résonne dans leurs blessures et dans leurs réactions défensives, et ça fait reproche sur reproche. Voilà. Et donc, ça s'enflamme, et c'est aussi pour moi ce que je suis en train de raconter, ces attentes idéalisantes forment aussi l'écueil du couple classique aujourd'hui. Il y a 70% des gens qui divorcent, je vous rappelle, ou qui se séparent sans arrêt. Donc ça veut dire qu'il y a des attentes très hautes qui ne sont pas possibles d'être maintenues très longtemps. Et à chaque fois qu'il y a une représentation très haute de ce que j'imagine que l'autre devrait faire pour moi, il y a souvent une déception parce que l'autre ne peut pas tout faire. Et il y a souvent ce qui va manquer, c'est la renégociation. Ce que je peux pas te donner. Voilà. Donc les femmes frustrées deviennent persécutrices, parfois autoritaires. Alors il y avait une chanson de Brassens qui disait comme ça, les femmes mal baisées, elles sont vraiment chiantes, je sais plus quoi. Enfin, ça s'entend. Enfin, je veux dire, c'est un discours, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Et donc, quand elles sont frustrées, elles deviennent combatives, agressives. Et prennent ce pouvoir, donc elles ne savent plus que faire en fait. Elles sont mal à l'aise parce qu'il y a une vraie souffrance à être dans le combat par rapport à son homme, à son élu du cœur. Et j'en fais quoi de cette colère? Je fais quoi de ça? Voilà. Donc c'est véritablement un champ de bataille, parfois. Et souvent c'est très réactif chez certaines femmes qui sont frustrées et insatisfaites chroniques d'un homme qui ne tient pas son poste d'homme et qui n'arrive pas à le tenir pour des raisons XY, soit parce qu'il se veut trop gentil, trop aimant, trop doux, soit parce qu'il veut correspondre à toutes les attentes de la femme, il n'y arrive pas, et c'est pas possible. Mais il y a souvent quelque chose de cet ordre-là, d'une forme de décalage entre les attentes de cette femme qui veut beaucoup, beaucoup, et qui part en guerre contre le sexe masculin, en tout cas son homme. C'est ce que je vois. Bon, je fais de la thérapie de couple, des fois je vois des histoires, c'est invraisemblable. Donc je fais redescendre souvent pour apaiser les attentes. Et remettre de la connexion en disant comment on peut resécuriser le lien avec moins d'attentes ou moins d'idées que je me fais que s'il y avait ça chez l'homme, je serais heureuse. Parce que c'est souvent une idée que je me fais, s'il était comme ci, comme ça, je serais tellement heureuse. Et c'est pas forcément vrai, c'est l'idée que je me fais. Forcément ça le réel. Voilà. Je suis ravie d'échanger avec vous sur cette question du masculin castré et du féminin frustré. Alors je vais vous laisser le micro pour poser des questions ou témoigner ou donner vos avis propres, vos vécus, etc. Comme ça va me permettre d'échanger. Ouais. Alors, il y a 2 micros. C'est normal parce qu'il y en a un qui enregistre pour la caméra et un pour amplifier. Donc vous pouvez venir là. Hop. Faut tenir les deux? Oui, il y en a un qui amplifie, l'autre qui enregistre. D'accord. Je vous remercie pour cet exposé parce que tout ce que vous avez dit me parle. Je trouve que c'est assez juste, votre observation me paraît juste parce que les femmes ont voulu une égalité et je fais partie des féministes que j'ai revendiqué les droits des femmes qui devaient être égaux avec ceux des hommes. Mais maintenant, dans le couple, on voit que ce qui a été revendiqué comme le droit à la différence, c'est en fait, la femme demande une symétrie dans le couple. Et donc, la complémentarité a tendance à disparaître. Et oui. Et de ce fait, comme il y a cette symétrie qui s'est installée, il y a souvent des conflits de pouvoir à cause de cette symétrie où aucun des deux ne se reconnaît. Par rapport à ce que vous avez dit au niveau du couple, au niveau de l'homme, de la femme, je crois que ça touche à l'intime, parce que sociologiquement, c'est pas ce que nous observons. Les hommes sont très différents dans le milieu professionnel et dans le milieu
personnel, dans le milieu privé, et souvent on ne les reconnaît pas. Et donc ce qui m'apparaîtrait indispensable, c'est qu'ils se remettent davantage en question pour mieux se connecter à leur puissance. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors certains hommes effectivement sont différents au boulot et à la maison. Il y en a certains qui portent la culotte au boulot et à la maison, pas du tout. Ils sont tout petits. Et des fois, il y a l'inverse aussi. Mais bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours les mêmes. Mais c'est juste cette idée de sursymétrie, de symétrie qui fait qu'il n'y a pas... On a besoin de la complémentarité, puis on ne la trouve plus à un moment donné. Il y a trop de similaires, trop de gémellaires. On la revendique et en même temps... voilà, c'est ça la contradiction. Voilà, c'est la contradiction. On revendique cette égalité, cette symétrie, et quand on l'a, c'est plus ça qu'on cherche. On veut un homme. Alors on est embêté. C'est vraiment c'est complexe parce que les nuances sont. Il ne faut pas grand-chose pour basculer dans une revendication dans la relation intime d'une femme qui se dit insatisfaite parce qu'en fait elle ne s'y retrouve pas. Elle veut ça et son contraire. Et la perte de la puissance. Et oui, tout à fait sur la puissance. Ouais. Bonsoir, merci beaucoup. J'avais plusieurs petites remarques. D'abord, je trouve très bien que les hommes, entre guillemets, castrés viennent vous voir. Au moins, ils vont changer. Je regrette que les autres qui sont machos ou du moins dans le pouvoir ne se remettent pas en question et ne viennent pas vous voir. Au moins vous voir. Bon, pour ceux qui ne sont pas heureux et sont en questionnement et viennent vous voir, ce qui m'interpelle, c'est que souvent, on attend de l'autre de nous rendre heureux. Oui. Or, on ne peut, je pense, être bien dans la relation à l'autre que quand on est bien dans sa relation à soi. Et ça, c'est un travail qui est très long et c'est pas l'autre qui nous rend heureux. Oui, merci pour ce commentaire. C'est vrai que je ne l'ai pas spécifié, mais ça c'est le b.a.-ba du b.a.-ba. C'est sûr que si on passe notre temps à attendre d'être comblé, on n'est pas rendu. Et sûr. Si on est en réaction à ce que l'on a vu ou ce que l'on a vécu, c'est perdu d'avance, quoi. Oui, mais c'est quand même bien souvent le cas parce que projeter la figure du père violent, etc., sur le conjoint, etc. Qu'on n'a pas travaillé sur soi. Oui, c'est quand même c'est pas une majorité, mais presque quand même. Il y a quand même assez peu de personnes qui... Il y en a de plus en plus, mais quand même, il y a beaucoup de personnes qui méconnaissent, et même celles qui ont des blessures dans l'enfance, souvent ne se rendent pas compte qu'il y a cette association projetée sur le compagnon qui est homme-méfiance, et donc de la réactivité, et donc soit une grosse méfiance, et donc une forme de terreur et de soumission, ou une suradaptation à l'homme, soit au contraire une forme d'agression et de je vais lui reprocher de ne pas être comme j'aimerais qu'il soit, c'est-à-dire l'inverse du modèle papa, s'il a été violent. Je ne suis surtout pas un homme comme ça. On ne peut qu'encourager les gens à faire un travail sur eux, oui, bien sûr. Oui, aller demander de l'aide, voilà. Encore faut-il de reconnaître qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est... Mais la souffrance des hommes castrés est souvent plus... méconnue. Oui. On parle beaucoup plus des hommes alpha, des hommes dominants, et de s'ériger contre, et de trouver des manières de les rendre moins alpha, mais on s'intéresse moins effectivement à cette difficulté que rencontrent les hommes, pas tous les hommes évidemment, mais certains, qui ne s'y retrouvent plus dans leur puissance et qui ont peur en fait de leur puissance. Ils ont peur de leur violence et donc perdent leur puissance à ce titre-là. Et ça, c'est terrible. Ils sont en souffrance et ils font souffrir les femmes d'ailleurs, ils se font souffrir eux-mêmes parce qu'ils sont dans trop d'inhibition. Donc un excès d'inhibition fait que l'agressivité, au lieu d'être assumée, elle tourne en auto-agressivité, c'est-à-dire qu'ils se font du mal contre eux, c'est retourné contre eux. Et souvent ils somatisent cela d'ailleurs, parce que c'est comme si vous aviez envie d'aller vers, il y a un geste, un mouvement qui part vers, et hop, il y a un figement, il y a un blocage. Donc du coup, le mouvement il se retourne vers l'intérieur. Donc c'est pas terrible, ça leur fait beaucoup de mal, c'est nuisible pour eux. Et la femme, du coup, elle est là, et ce que j'ai dit, ce que j'ai remarqué aussi, c'est le côté non assumé de certains hommes, c'est encore plus louche.
Vraiment, ils passent en sous-marin, là, pour pas paraître prédateurs, ils leur font des petites caresses, des délicatesses, etc., des grands sourires et tout. Mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est je te veux. Au lieu de dire je te veux, c'est nana, nana, alors l'autre, c'est suspect, quoi. Il veut pas, s'il veut. Et donc, il met une malade, mais qu'est-ce qu'il veut? C'est pas clair, quoi. Donc, du coup, c'est encore plus louche. Et ça les effraie. Et plus les femmes sont effrayées, et plus elles se mettent entre elles. Moi, ce que j'ai vu, c'est mais t'as vu, les hommes, ils sont pas à la hauteur, ils sont prédateurs, et c'est encore plus louche, quoi. Donc, à un moment donné, c'est vraiment important de rencontrer sa puissance en tant qu'homme et d'assumer toutes ces parties, y compris les parties qui sont jugées par l'homme lui-même comme étant mauvaises. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Il y a une confusion entre la violence et la puissance. Mais en fait, c'est pas mauvais d'être dans sa puissance. C'est juste une confusion de cette affaire-là. Bon, en tout cas, merci pour cette remarque. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors justement, si vous pouviez continuer ma question, c'est parce que vous avez parlé des valeurs féminines, la réceptivité. Oui, je ne les ai pas toutes citées. Oui, vous en avez cité beaucoup. Alors que pour les valeurs masculines, j'ai entendu prédateur et violence. Oui, eh ben non, il y en a plein. Ben oui, mais j'aimerais bien, si on pouvait, parce que... Repérer les critères des... Oui, parce que pour moi, j'aimerais bien entendre... Alors, je vais vous faire parler, tiens, à votre avis, selon vous, quels sont les critères de l'identité masculine? Moi, ça serait plutôt du dynamisme, ça serait... c'est ça, je peux penser, l'action. L'action, le dynamisme. Se poser, être, avoir confiance en soi. Oui. L'affirmation. L'affirmation, voilà, pour l'instant c'est ça, mais j'aurais pas mis violence et prédation. Oui, voilà. Mais ça c'est le représenté qu'ont, pas tous les hommes, mais certains qui, justement comme les femmes, en ce moment sont très mouvementées en mouvement sur nous ne voulons plus d'un homme prédateur et dominant. Donc les hommes ont peur d'avoir cette image. C'est bien une caractéristique en ce moment dont on parle, mais c'est pas quand même c'est pas tous les hommes. La représentation de la masculinité quand même. Ça. Non, c'est pas tous les hommes, mais il y en a quand même pas mal avec ça en ce moment. Oui, parce que c'est le sujet du jour, c'est d'actualité quand même. Puis ça fait un petit moment que c'est quand même d'actualité. Donc il y a quand même une image assez négative de cette masculinité violente, qui est véhiculée et qui n'est pas conscientisée toujours. C'est un peu... et n'oubliez pas que les petits garçons qui ont eu des hommes méchants sur maman, violents sur maman, ils ont se représenter. Forcément, ils ne veulent pas être méchants, eux. On ne veut pas être méchants. On n'a pas envie d'être méchants. On a envie de contribuer. On a envie de prendre soin. À la base, on n'a pas envie d'être méchant. Donc, c'est souvent des images qui ne sont pas toujours conscientisées. C'est pour ça que je mets le doigt dessus. Mais pour revenir à votre question, qui est, c'est quoi l'archétype, les critères archétypaux du masculin? Prendre soin, comme vous avez dit, oui, peut-être. En général, prendre soin, c'est plus chez la femme. Les femmes prennent soin des enfants, des maris, on peut dire aussi que l'homme, il doit prendre soin de sa famille. Oui. Il a quand même un rôle de chef de famille, mais ça, c'est encore autre chose. Voilà, ça, c'était dans l'époque d'avant. Mais prendre soin, en général, c'est quand même plus attribué vers le féminin que le masculin, quand même. Mais on voit le lissage quand même apparaître, effectivement. Là, c'était plus la notion de chef de famille qui était à l'époque juste avant, au XXe siècle. C'est même plus au XXe. Maintenant, c'est même plus ça. L'histoire de chef de famille, ça a disparu, mais c'était l'époque d'avant. Alors, les critères du masculin, si c'est pas la violence, ça c'est les images négatives. Mais le côté positif, enfin les aspects, les critères positifs, vous l'avez cité, orienté vers l'action, la verticalité, c'est-à-dire l'affirmation, le positionnement, la capacité de mettre ses limites, aller dans une direction, aller vers quelque chose, aller vers les objectifs, réaliser les objectifs, atteindre les objectifs, se donner les moyens pour aller vers, voilà, quelque chose de je vais par là, et je veux ça, et je vais là, et je me donne les moyens pour. Et quelque chose effectivement de l'assise, de la verticalité, alors qu'on dit que les femmes sont dans quelque chose de plus rond. Bon, il y en a d'autres encore des critères. Si vous en avez, vous me les donnez, vous rajoutez les critères de la masculinité qui sont en lien souvent avec la puissance et la force. Et la protection. Donc c'est plus la protection que prendre soin. Je protège la femme et les enfants, je protège. Je suis protecteur dans des bras protecteurs. Et les femmes cherchent
En tout cas, moi, j'en suis une. Donc, moi, j'ai passé ma vie à chercher la protection dans les bras des hommes. Évidemment, comme vous l'avez dit, c'était quand même mieux d'aller la trouver en moi. Mais il y a quand même beaucoup de femmes comme moi, j'ai remarqué, qui s'avouent chercher de la protection dans le contenant de l'homme à travers leurs paroles, leur comportement et leurs bras. Leur côté mammouth, enfin, ours bienveillant. Alors moi je pense qu'il faut donner à l'homme et à la femme une certaine indépendance et être bien dans sa tête déjà soi-même avant de pouvoir réaliser ce qui doit être réalisé. Oui, ça rejoint un peu ce qu'a dit Madame hein, sur l'idée de... À partir d'une base où on est bien avec soi, alors à ce moment-là, on est plus détendu, il y a moins d'attentes par rapport à l'autre, il y a moins d'exigences, il y a moins de reproches, il y a moins de frustration, parce que quand on est frustré, on trouve ça normal. Et puis tout le monde a un rêve dans la vie, et c'est suivre ses rêves, voilà. Je pense aussi. Les laisser un peu suivre leurs rêves comme la femme doit suivre ses rêves. Oui, enfin des fois les rêves justement ne correspondent pas toujours au réel, à ce que l'homme en face, si je suis une femme, peut vraiment me donner, hein, parce que le pauvre il est imparfait, il fait parfois de son mieux, mais avec tous ses propres traumas et ses conditionnements, il arrive à faire que ça, ma foi. Donc parfois c'est bien aussi de faire table rase et de dire bon, ok, je révise un peu mon point de vue, j'ai mes rêves, est-ce que mon rêve peut être placé à un endroit de rêve ? Et puis voir que je peux composer plus avec la réalité. Et quand je sens la frustration poindre, comment je peux gérer cette frustration? Est-ce que je peux négocier quelque chose? Est-ce que je peux examiner le besoin que j'ai par rapport dans ma relation de couple? J'ai un besoin, est-ce que je peux en faire part à mon homme? Et est-ce qu'il peut faire quelque chose pour moi? S'il ne peut pas faire quelque chose pour moi, eh bien, je vais m'organiser pour trouver des stratégies autres qu'en passant par lui. C'est ce que je préconise souvent à toutes ces femmes qui viennent me voir. Je leur dis, mais ok, il y a d'autres stratégies que votre homme pour remplir ses besoins, par exemple d'affection, de tendresse, de protection, de partage, de complicité, de plein de choses. Donc si lui en face, il répond pas pour des XN raisons. Peut-être qu'il ne peut pas vous répondre à cet endroit-là, mais s'il ne répond pas, est-ce que vous n'avez pas d'autres stratégies pour vous nourrir votre besoin que juste cet homme-là? Et d'être dans une frustration immense, parce que plus il y a de la frustration, plus il y a de la colère chez la femme, en général, et plus elle va l'entretenir en étant dans l'exigence, elle devient chiante et exigeante. Et plus je veux obtenir du changement chez toi, moins l'autre donne, il est moins donnant, et elle obtient de moins en moins ce qu'elle cherche. Donc finalement, c'est archi contre-productif l'histoire. Donc attention à notre manière de devenir exigeante. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire part de nos besoins et de nos désirs, mais il y a différence entre j'attends et je veux. J'aimerais que. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu peux? C'est pas pareil que j'exige et tu dois et je suis insatisfaite et tu dois et tu me dois. C'est pas du tout le même registre ici. Hein. C'est pour ça que je voulais un peu nuancer, parce que c'est super beau d'avoir des rêves, mais des fois les rêves sont très très loin du réel pour plein de raisons. Et on n'a pas toujours les décodeurs, et c'est pour ça que j'ai écrit un livre il n'y a pas très longtemps sur apprendre à décoder le profil de personnalité pour mieux comprendre qui est en face, quel est le profil amoureux, le mien et le sien, pour mieux se cerner et moins rêver la relation, plus la vivre en composant avec la réalité de l'autre, dans sa différence, puisque moi je suis une fanat de la différence et de la complémentarité, et pas on est du même, on veut la même chose, on est pareil, on se ressemble, on est des miroirs et on fusionne et on se perd l'un dans l'autre et youpi, nous ne sommes plus qu'un. Non, pour moi je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir vraiment quelque chose de très clair dans la différence. C'est vraiment la complémentarité, c'est génial. Bon, je la vis un peu dans le couple que je fais en ce moment, et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir trouver quelque chose de très différent, mais en même temps qui s'emboîte à moi, plutôt que quelqu'un qui serait du même genre. Alors c'est plus facile, c'est du même genre, hein, mais voilà. Moi je fais de la poésie, et c'est chouette ça. Je trouve que je continue à avoir un rêve. Voilà. C'est magnifique ça. Alors, je parlais pas du même rêve, hein. Moi je parlais du rêve qui est idéalisé, qui ne peut pas être tenu dans le réel. Alors que vous me parlez d'une compétence qui est de ramener de la poésie sur Terre, de ramener mon esprit poétique à l'intérieur de tout ce que je vis. Et ça c'est autre chose, c'est une qualité que vous avez et que vous pouvez effectivement développer
y compris dans n'importe quelle relation, hein, comment je ramène de la poésie dans ma vie, comment j'enchante ma vie, comment j'enchante ma relation. Voilà. Ça, c'est une qualité qui pourrait être un ingrédient d'un couple épanoui, ça. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Oui, des hommes, c'est bien qu'ils s'expriment aussi, les hommes, là. Hein, en tant que t'es femme, pour le masculin castré, c'est quand même pas mal. Je suis contente d'avoir des hommes aujourd'hui. Je parle dans les deux. Oui, parce que tu parles des deux. Je voulais juste revenir sur un point qui a été dit tout à l'heure, que l'homme prend soin de la famille et que la femme prend aussi soin de la famille. Je suis d'accord, mais en fait, je pense qu'on prend soin de la famille de façon très différente. L'homme, il prend soin de la famille par le fait qu'il rassure la famille, que sa présence, sa force va poser un certain cadre rassurant dans lequel la famille va pouvoir grandir sans avoir peur de l'extérieur. Et pour moi, la femme prendra soin de la famille de par la douceur qu'elle va y apporter. C'est vraiment les clichés, ça. On est à fond dans les clichés. Alors on peut dire en général, c'est pas toutes les familles comme ça, hein, c'est pas dans tous les couples comme ça que ça se passe. Ça, c'est dans l'archétype du couple. L'homme protège et protecteur, protège femme et enfants, et la femme amène la douceur. D'ailleurs, un des critères du féminin que j'ai complètement oublié, c'est la douceur. Ça, c'est, les hommes attendent la douceur chez les femmes. Voilà. Ok. Et oui, il y a une fonction, effectivement, il peut y avoir une fonction de prendre soin, qui est effectivement un peu différente, quoi. Hein, comment je prends soin. Mais après, pour moi, c'est plus articulé, chacun son style de prendre soin. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas dans la douceur, forcément, et qui prennent soin avec leur manière à elles de prendre soin, et puis des hommes qui ne sont pas non plus très protecteurs parce qu'ils n'y arrivent pas, et qui prennent soin déjà d'eux, bon, voilà. Donc c'est un cliché ce que vous avez dit, mais pourquoi pas? Ça, voilà. Après, il y a des disparités un peu plus à l'intérieur de chaque couple. Et alors, puisque vous êtes un homme, là, je serais curieuse de savoir, autour de l'idée du masculin castré, comment vous le vivez, ou comment vous apercevez vos copains, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a, comme moi, quelque chose chez certains hommes qui est un peu mou, un peu je vénère les femmes, je voudrais tellement être un homme gentil, attentionné, protecteur, tatitata, enfin, plein de valeurs belles, et puis du coup, ben, je m'assume pas trop, quoi, quelque part, des fois. Bah, je ne vais pas vous parler de mes copains, mais je vais vous parler de moi, étant donné que je l'ai moi-même vécu. Donc ce que vous disiez de l'homme de l'image du père violent et entre guillemets castrateur, dans la famille. Donc moi je suis de famille italienne, hein, avec un certain cadre à respecter. Donc il y avait pas mal de violence de la part de mon père vis-à-vis des enfants ou de ma mère. Et donc ça fait que moi j'ai grandi avec une éducation de violence. On m'a appris justement que quand il y avait un problème, il fallait taper. Je me suis construit avec ça. Et il est arrivé un moment, j'ai décidé de passer à autre chose de cette violence. Et j'avais plus d'exemple. Parce que pour moi, en tant qu'homme, je me suis construit avec l'image et l'éducation que mon père m'a donnée. Mais une fois que j'ai décidé de ne plus être dans cette image de l'agressivité, qu'est-ce que je fais? Et oui, il y a une perte de repère. Il n'y a pas de repère. Donc, pendant un certain temps, j'avais du mal même à construire des liens dans les rencontres que je fais. Vu que je voyage beaucoup, des liens avec des hommes. Je rencontrais beaucoup de femmes avec qui je m'entendais très bien. Il y avait plein d'échanges et tout. C'était chouette. Mais créer du lien avec des hommes, j'avais du mal parce que j'étais plus du tout moi-même dans ma masculinité. Ah oui. Et oui, c'est ça. Ça pourrait être ou dans trop d'agressivité, mais qui bascule dans la violence, ou dans pas assez, où je perds tout. Enfin, il y a plus. C'est comme s'il y avait ici, ce que j'entends, une difficulté à construire un modèle entre les deux. Exactement. Entre trop doux, trop féminin et trop violent, quoi. Trop. Et au final, il a fallu des relations avec des femmes où j'étais dans des situations où il a fallu que je dise stop, là c'est pas possible pour moi, ça ne me respecte pas. Et ça m'a fait super mal de devoir dire stop et de voir que la personne en face de moi, elle allait pas bien, que la seule chose qu'elle demandait c'était que on reste ensemble, et que moi je disais non, c'est pas possible. Et c'est là où j'ai dû donc apprendre à mettre des limites. Voilà, à mettre la limite, à poser ma parole d'homme.
et à dire, ben voilà, on passe à autre chose et chacun sa life. Voilà, c'est intéressant comme témoignage, hein, ce cheminement qui est je peux me positionner, mettre mes limites sans penser de moi-même que je suis un homme méchant ou violent ou qui fait du mal à la femme en étant trop méchant, trop dur. Je dis pas que je l'ai pas pensé. Hein, oui, mais c'est comme si j'entends qu'il y a une partie qui luttait contre, qui dit à un moment donné j'ai fini par quand même mettre une limite. Parce que mettre une limite, se positionner, c'est aussi drôlement important dans la vie, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. C'est important de savoir mettre des stops, parce que sinon l'autre nous envahit. Et en plus, je vous disais tout à l'heure que les femmes qui ont en face des hommes qui sont trop mous comme ça, elles ne savent plus quoi faire de cette espèce de pouvoir, quoi. Elles en font quoi? Elles se retrouvent toutes seules avec ça et elles sont démunies aussi. Donc le fait de mettre un stop, ça permet à l'autre de se positionner en face aussi. Ça fait quelque chose de plus clair, hein, à un moment donné. Et donc c'est bien parce que vous êtes sortis de la confusion entre la violence et l'affirmation. Si je m'affirme, je ne suis pas violent. Voilà. Et donc il y avait un besoin comme ça de se réapproprier un masculin nuancé, je dirais. Voilà. Et d'ailleurs, ces pertes c'est vraiment intéressant ça, parce que c'est vraiment un témoignage de ce que je confiais, comme quoi après, il y a des hommes qui sont vraiment perdus, ils ont vraiment des problèmes de repères. C'est quoi le masculin? Je ne sais même plus ce que c'est que le masculin, on ne sait plus. Alors les femmes sont plus à l'aise avec leur féminin quand même aujourd'hui, même s'il y a certaines qui font des stages sur le féminin, etc. Mais elles sont un peu plus positionnées. Donc, je sais ce que c'est que le féminin. Les hommes sont beaucoup plus perdus, je trouve, à mon sens. Si je peux me permettre, je trouve qu'à l'heure actuelle, en fait, on grandit avec peu d'images de ce qu'est être un homme. On n'a pas beaucoup d'images. On a beaucoup l'image de l'homme, il est fort, il est balèze. Il est méchant, il est violent, il est potentiellement... On s'est construit avec une image de guerrier, entre guillemets. C'est ça. On se cache derrière nos muscles, derrière cette espèce de force physique qui n'est pas, pour moi, la force de l'homme. Oui. Et tout ce qui est véhiculé en ce moment, qui est l'homme guerrier, peut être un homme dangereux. Il ne faut pas oublier que ça, c'est beaucoup véhiculé. Donc, en ce moment, dans les médias, ça tape là-dessus. Hein. Et pas dans tous les milieux, évidemment, parce que tout le monde n'est pas attentif à ça. Hein, mais il y a quand même, chez un certain groupe d'hommes, ce truc-là qui passe. Et donc, il y a ce manque de repères. C'est quoi le masculin, au fond, hein. Ce que je vois aussi apparaître dans certains milieux, comme le mien, le milieu du développement personnel, on voit aussi des mouvements pour se réapproprier les valeurs du masculin, qui seraient soi-disant entre guillemets en perte de vitesse, comme les nouveaux guerriers. Hein, si vous connaissez les nouveaux guerriers, ou non, c'est des hommes qui se retrouvent entre eux, c'est réservé aux hommes, et ils passent des rituels pour pour s'approprier le masculin, les valeurs du masculin. Donc la force, la puissance, etc. Donc voilà, je peux pas rentrer dans leur groupe puisque je suis une femme. Mais voilà, donc c'est des rituels où il y a des mouvements comme ça, ou le néo-chamanisme qui propose des rituels pour initialiser ce masculin fort, mais ce masculin qui serait pas violent, mais qui serait pas non plus mou. Voilà. Et donc on voit apparaître ces mouvements-là, probablement, moi c'est ce que j'en ai déduit, c'est parce que il y avait justement un manque de repères, des repères flous autour de c'est quoi le masculin pour les hommes, donc un besoin de se figurer, de se réapproprier des valeurs fortes du masculin qui ont été peut-être perdues. Voilà. Il y a un autre mouvement. Alors hop là, il faudra repasser le micro, une seconde. Faites passer... Alors, une seconde, passer le micro là. Celui-là, viens là. C'était pour répondre. Oui, bonne idée. Merci. Autre que les nouveaux guerriers, il y a les groupes de paroles mis en place par Guy Corneau. Les groupes d'hommes. Les hommes se retrouvent entre eux pour parler justement de leurs valeurs, qui peuvent être des aspects féminins de leur masculin, et entre hommes. Parce que les hommes manquent souvent de repères, d'ailleurs on dit bien sans père ni repère, et d'être entre hommes, ils vont récupérer des repères qu'ils n'avaient pas. Tout à fait, c'est très juste. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de groupes de paroles d'hommes, il y en a en Montpellier, mais il y en a partout. Hein. Et voilà, et donc et ils sont assez friands, même si au départ, ils n'ont pas l'habitude de parler vraiment de leur intimité, honnêtement. C'est pas parler de la pluie et du beau temps, de leur boulot et du football. Hein. Là, c'est vraiment parler de l'intime, de ce qu'ils vivent à l'intérieur, vraiment dans des vécus vraiment profonds, intimes, quoi. Et
voilà, de se rencontrer entre hommes pour trouver leurs repères et pour trouver une forme de fraternité entre eux, quoi. Comme les femmes font des cercles de femmes, etc. Mais c'est plus facile parce que les femmes ont toujours eu l'habitude de parler entre elles. Et moins les hommes vraiment en termes d'intimité, j'entends, hein, pas en termes de on se rencontre pour aller boire un coup, une bière et parler des nanas, c'est pas la même chose. Oui, il y a une question là-bas. Alors, ou une remarque. Pour moi, je pense que la société actuelle joue beaucoup, comment on peut dire ça, sur la construction de l'homme et de la femme. Car une jeune femme et un jeune homme qui se construit avec une telle image, comment on peut dire ça, entre un jeune homme qui se construit, j'avais le mot mais je l'ai perdu. Non, ça va revenir. C'est quoi ce bruit? Oula, ça c'est délité. Il y a eu un orage. Ouais, je vais essayer. Oui. Oui. Ça marche. Ah, il est tombé en rade le micro là. Ah, bah faut venir ici pour parler dans le micro. Non, mais je peux parler fort, sinon. Oui, bah alors je reformulerai. Allez-y, parlez dans un des micros quand même, parce qu'il y en a un qui... Non, pas celui-là, l'autre. L'autre, celui-là, il marche? Oui, je sais pas, bon. C'est celui qui enregistre. Ouais, les deux, mais... Non, mais je crois que ça marche pas. Oui, c'était par rapport à... Enfin, cette espèce de contradiction qu'on sent bien aujourd'hui chez... Moi, personnellement, je peux ressentir chez certaines femmes de vouloir trouver le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire quelqu'un qui soit à la fois dans la compréhension, la douceur, les tâches ménagères, tous ces trucs-là, qui me paraissent tout à fait normales d'ailleurs, et en même temps, et là je parle d'une expérience personnelle, quand on est dans ça, on sent que rapidement on perd de la valeur aux yeux de la femme, étant donné qu'on se dévirilise à ses yeux. Et donc la question, et là c'est vraiment très pragmatique, c'est effectivement comment l'homme est censé se positionner là-dessus. Comment il fait? Il est vraiment dans la merde. Non, mais parce que clairement, moi je vois que la dernière copine que j'ai eue, si j'avais pas fait tous ces trucs, elle m'aurait viré. Je l'ai fait, elle m'a quand même viré. Je fais quoi maintenant? Je réponds à ses attentes. Je suis mieux sans elle, donc c'est pas un souci. Non, mais c'est une question intéressante, c'est vraiment ça. Parce que vous n'êtes pas le seul, hein. J'entends des hommes dans ce cas-là, hein, qui sont un peu embêtés avec ça. C'est toute la question. Et qui ont envie, c'est ce que je disais, ils ont envie d'être bienveillants, ils ont envie d'être à égalité, ils n'ont pas envie de laisser la nana toute seule aujourd'hui se débrouiller, enfin pas tous, mais avec les enfants, avec son boulot, parce que souvent elle bosse aussi, donc voilà, ils ont envie de donner, quoi. Est-ce que c'est pas plutôt aux femmes à savoir mieux ce qu'elles veulent? Bah, elles veulent tout, le beurre à l'argent du beurre, vous l'avez dit. Et c'est ça le truc, c'est je veux à la fois... Je revendique maintenant que j'ai plus de poids, parce que avec les féministes, quand même, les femmes ont plus de poids en Occident, elles ont plus d'assurance, quoi. Elles savent plus ce qu'elles veulent. Donc je veux à la fois un homme qui partage les tâches, je revendique mes droits, je veux à la fois un homme. Je veux un vrai mec qui a 10 couilles. Je veux pas un mec aux griffes de bisounours, ni aux mâchoires de Pikachu. Je veux un mec. Hein? Alors comment on fait? C'est quoi la recette? Eh ben, pour moi, l'idée c'est non, peut-être de voir est-ce que je déploie beaucoup d'énergie pour correspondre à ses attentes, à m'adapter. Pourquoi je fais autant d'adaptabilité? Pourquoi je suis autant adaptée? En quoi ça parle de moi? Probablement, j'ai envie d'être... je sais pas, en quoi ça parle de moi de vouloir être gentille comme ça, de m'adapter à elle. Eh ben, nous voilà bien. Elles veulent le beurre et l'argent du beurre, et elles sont toutes dans le même sac. Mais c'est pour ça que je disais les femmes sont frustrées, elles sont exigeantes. Moi, je vois beaucoup de femmes exigeantes, et je veux ça, et je veux ça, et je veux ça. Donc les mecs, ils cahier des charges, ils se disent est-ce que je vais y arriver là? Ça va être un peu compliqué tout ça. Hein, et en même temps, elles sont mal en point quand il y a trop de douceur, quoi. Quand il n'y a pas assez de virilité, quoi. Voilà. Donc après, elles mangent sur la tête, quoi, et elles veulent pas ça. Et c'est vrai que
Pour moi, la piste, c'est déjà reconnaître qu'en fait, c'est pas si clair que ça. Elles disent qu'elles veulent un homme communicant, doux, attentionné, sensible, tatitata, ce qui n'est pas faux non plus, hein. Mais il ne faudrait pas que ça devienne un excès. Je pense qu'il y a une nuance, que si en tant qu'homme, je fais tout pour m'adapter, pour avoir une bonne image auprès d'elle, pour être aimée d'elle, et j'en fais trop, j'en fais des tonnes, à ce moment-là, je ne me respecte plus dans mon essence, quoi, dans ma naturalité d'homme qui est, j'ai pas envie, quoi, j'ai pas envie d'être tout le temps, c'est pas moi, je m'y retrouve pas, je ne suis pas comme ça. Tu vois, c'est être plus en contact avec toi qu'en contact avec ses désirs. Pour lui faire plaisir, parce que regarde à un endroit, si tu veux tellement lui faire plaisir, en général, c'est parce que tu veux être aimé d'elle. Tu veux bien passer, tu veux passer, tu veux passer. Tu veux pas être rejeté. Oui, il peut y avoir l'envie de faire plaisir, mais très souvent, ce qui n'est pas vu, c'est parce que je lui fais plaisir, je vais être aimée. Elle va pas me rejeter. Plus je rentre dans ses attentes, plus elle va me mettre des plus sur sa checklist, et à ce moment-là, moi, je vais être rejetée. Je crois, c'est pas forcément vrai. Et c'est là où il y a un malentendu, je pense que c'est pas forcément vrai. C'est pas, parce que là, tu te nies. Il y a des endroits où tu ne te respectes plus dans qui tu es vraiment et ce que tu veux vraiment. Voilà. Mais bon, c'est un cas intéressant parce que il y a pas mal d'hommes qui m'expliquent ça et qui disent mais je sais plus comment m'y prendre avec elle, avec ma femme, parce que elle veut ça, elle veut mi. Alors moi j'essaye, je fais des efforts, tout ça, j'essaie d'être gentille, de faire ceci, de faire cela, de mieux que je peux, puis j'y arrive. Et puis finalement ça va jamais. Alors c'est quoi qu'elle veut? Ils savent plus. Il y en a certains, ils savent plus. Alors je ne généralise pas, attention, hein, c'est pas tous les hommes. Hein. Certains. Il ne faut pas tomber dans la généralisation, sinon on est mal. Hein. Oui, alors faites passer ou viens ici, en tout cas. Mais il y en a un qu'il faut prendre de toute façon, c'est celui qui enregistre. Non, venez me voir, je vais vous donner ce micro. Non, mais je vais carrément. Sinon, je reformule. Alors, lâchez celui-là, il y en a un qui ne marche pas. Oui. Voilà. Allez-y. Et si vous ne voulez pas être sur la caméra, c'est comme vous voulez, parce que là, vous allez être sur la caméra, sinon on vous entend. Oui, sinon, alors... tu veux le prendre? Moi, en fait, ce qui a été dit, effectivement, je ressens pas mal de vérité dans ce que... Enfin, moi, j'affirme pas la vérité, hein. Je mets des hypothèses, hein, mais que moi, ça vous parle. Effectivement, comment dire... parce que moi je fréquente aussi ce milieu de l'expansion du cœur, voilà, des milieux un peu spirituels. Je pense qu'on fréquente un peu les mêmes milieux. Et en fait, c'est vrai que j'ai remarqué ça, ce que vous avez dit, que l'homme, il y a un peu comme une tendance à aller vers quelque chose de plus... de trop doux, moi je dirais pas mou, mais oui, effectivement, on peut apparenter ça... De punch. Apparenter ça de la mollesse, oui, effectivement. Et aussi effectivement de la féminité. Là, je suis d'accord. Mais par contre, là où moi j'observe autre chose, c'est que je suis pas tout à fait d'accord dans ce qui a été dit quand vous disiez que la femme attendrait une espèce de comment dire... d'impulsion masculine, on va dire, c'est-à-dire d'aller vers, parce que moi j'ai vraiment l'expérience contraire, c'est-à-dire que dès que je veux aller vers une femme, c'est-à-dire, et souvent, alors là, je parle, ça se passe beaucoup par messagerie, c'est-à-dire, alors là, c'est la voie royale pour, tu parlais en fait de sournoiserie, mais moi je ressens une sournoiserie de la part des femmes, c'est-à-dire que c'est en permanence, dès que j'envoie un message et je suis clair, j'essaye d'être clair, quoi, de pas être trop rentre dedans, d'être assez fin, quoi. Je pense être dans mon masculin. Et là, c'est toujours souvent la réponse, non, je peux pas, j'ai pas envie. Non, c'est pas que j'ai pas envie, mais on sent qu'il y a toujours une déviation, c'est-à-dire ah mais non, je peux pas parce que j'ai ça à faire. Et en fait, la femme souvent ne dit pas plus. C'est comme si elle attendait, à la fois elle attend que l'homme, elle se dit, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, soit elle se dit, ah ben l'homme c'est à lui à faire le pas, donc si je peux pas cette fois, ben c'est à lui à se démerder, moi je suis la princesse qui attend, et c'est à lui à revenir vers moi, alors qu'elle pourrait bien dire, ah mais je peux pas aujourd'hui, mais je pourrai demain, ou je pourrai après-demain.
Et ça, c'est sans arrêt, les femmes pratiquent ça. Désolé, moi, c'est mon expérience. Et j'aimerais bien partager, savoir d'autres hommes comment ça se passe. Mais, et là, donc, là, il y a une frustration, où tu parlais de la frustration féminine, mais là, il y a une frustration masculine. Parce que le courant ne passe pas, voilà, il n'y a pas de rencontre. C'est super dur de rencontrer une femme en tant qu'homme. Et justement, moi, je pense que les femmes, je pense le contraire. Je pense qu'elles ont peur dès que... Alors, c'est carrément une allergie, quoi, c'est-à-dire dès qu'il y a une impulsion masculine, c'est-à-dire ne serait-ce qu'une proposition de se rencontrer, de faire connaissance, bah, c'est fini, quoi. C'est-à-dire c'est la fuite, et c'est toujours sournois parce que c'est toujours des prétextes. Ah, j'ai pas le temps, ah, je suis avec ma fille, ah, je suis... Voilà, c'est toujours des choses comme ça. Voilà. Donc voilà, moi c'est mon irritation et je l'affirme. Voilà, ça vous plaît pas, c'est comme ça. Attends. C'est gênant parce que vous généralisez. Mais là aussi, ah oui, y a tout. oui, c'est son témoignage. Après, c'est vrai qu'on peut pas généraliser, ça j'allais le dire, on peut pas généraliser à tous les hommes, mais c'est intéressant d'interroger certains hommes. Alors il y a les phénomènes aussi, les phénomènes tindérisation, là, j'en parlais, je faisais une conférence il n'y a pas très longtemps sur les sites de rencontres. On rencontre beaucoup par messagerie, par chat, par des sites de rencontres comme ça. Et donc ça va nouer des relations un peu différentes quand même. Ça génère quelque chose. Il y a un vecteur différent à travers les nouvelles technologies, il ne faut pas oublier. Et certains hommes, c'est vrai, j'entends aussi ce discours-là. Certains hommes vont dire ah mais bon, quand j'ose me positionner, même si je fais attention, je suis quand même délicat, je suis assez fin comme tu as dit, j'y vais pas gros, lourd et tout avec mes gros sabots. Eh bien en face, il y a certaines femmes qui restent dans des peurs, hein, sont effrayées et se disent, et d'ailleurs souvent, hein, elles se disent oh là là, ça y est, il va vouloir me consommer ou il va vouloir oh là là, ou c'est des histoires comme ça, ou ça peut être, si je le rencontre après avoir chatté comme ça, il va me voir en face à face, mais j'ai peur de l'image que je donne. J'ai peur aussi de ne pas être à la hauteur. Il y a des fois ça arrive ça. Hein. Donc je vais entretenir des liens virtuels, mais je ne vais pas aller rencontrer en front line parce que j'ai peur de ne pas plaire. J'ai peur de... Ah oui, après tu les as rencontrés. Donc, et elles n'osent pas assumer, bah voilà, tu me plais pas. Quelque chose de pas clair. Oui. Mais oui. Mais oui. Alors, tu disais, il ne faut pas généraliser non plus. Oui, il y a des femmes aussi qui ne sont pas sûres d'elles. Il y en a beaucoup. Hein. Je parlais du féminin frustré. Je n'ai pas tellement parlé du féminin blessé. Hein. Donc, il y a beaucoup de femmes blessées, comme beaucoup d'hommes blessés aussi. Hein. Et dans ce féminin blessé, bah, très souvent, qu'est-ce qu'on rencontre ? Des femmes qui se méfient, hein, qu'il faut apprivoiser comme des chats sauvages, qui ont une très mauvaise image d'elles, qui ont très peur des hommes, qui projettent sur l'homme plein de choses difficiles ou dangereuses, etc. Donc elles arrivent dans la relation, surtout quand c'est la première, et surtout si elles ont été traumatisées avant dans des couples difficiles, avec tout ça. Donc il y a des femmes qui arrivent avec beaucoup d'appréhension dans la relation. Alors oui, ce que tu as oublié de dire, c'est... Quelque chose d'important, c'est que la position, moi je travaille sur mes blessures et aussi comprendre la blessure de l'autre. Oui, donc je reformule. Donc il dit qu'il a beaucoup travaillé sur ses blessures et qu'il comprend que les femmes n'ont pas toujours travaillé sur elles, c'est ça ? Non. Ou j'aimerais qu'elles travaillent sur elles. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que... Il faut que tu lui passes le micro. Je vais reformuler, mais c'est bien que tu le mets. Si, il marche. C'est très bien, il marche. En fait, le piège, mais bon, ça fait aussi le piège de l'homme, mais je ne redis pas ça uniquement en pointant la femme du doigt. C'est-à-dire que à partir d'une blessure, justement, le cas que je citais là, j'envoie un message et je n'ai pas de réponse. Je dis à la personne, soit il n'y a pas de réponse, soit la personne me dit ah mais maintenant je ne suis pas libre, donc elle ne donne pas de... Oui. On peut derrière une blessure en faire une position
position de pouvoir. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, Oui, et moi j'appelle ça le pouvoir sournois. C'est-à-dire, c'est pas un pouvoir direct comme l'homme le ferait, c'est-à-dire, lui il va être lourd, il va rentrer dedans, il va être macho, j'en sais rien. oui, oui. Et encore, ça c'est. Alors que là, le pouvoir de la femme, je ne sais pas que c'est spécifiquement la femme qui fait ça, l'homme peut le faire aussi, mais moi je remarque en tant qu'homme, je le reçois souvent, et elle se met dans une position de pouvoir. De pouvoir, ok, j'entends, hein. Voilà, je suis la princesse et c'est à lui à se démerder. Si je ne suis pas libre, ben. Oui, c'est ce qu'on entend, tout à fait. C'est une histoire de respect. Oui. Carrément plus de respect. J'entends ce que tu dis et c'est aussi un discours qu'on entend d'ailleurs chez les masculinistes. On entend ce discours, c'est parce que dans les rapports de séduction, ce qui est dit, c'est que c'est souvent l'homme se positionne et la femme consent. Donc c'est elle qui a le pouvoir de dire oui ou non en fait. Et donc c'est un grand pouvoir de dire oui je veux, non je veux pas. Et là manifestement, c'est pas un oui je veux, non je veux pas, c'est un oui non indirect. Mais c'est une forme de non quand même, hein, sans être très affirmé comme ça. Et c'est vrai que certains hommes revendiquent ça, ils disent mais c'est pas juste, pourquoi ce sont les femmes qui prennent le pouvoir à l'endroit de c'est moi qui consent ou pas, hein, pourquoi ce ne serait pas nous les hommes qui seraient dans la séduction à faire comme elles, c'est-à-dire à dire oui ou non, plutôt que à aller les chercher et elles disent oui ou elles disent non, quoi. Parce que ça, ils sentent ça comme pas juste, hein, une forme d'injustice que ce se passe comme ça. Là, ça fait partie des revendications, hein, des luttes de pouvoir entre femmes et hommes. Donc, ma foi, tu peux aussi voir que certaines femmes ont du mal, parce qu'elles sont blessées, elles ont du mal à se positionner, et parce qu'il y a un héritage de ce féminin-là qui ont été habitués à consentir, tu vois, à dire oui ou à dire non, mais à attendre d'être choisies, et pas aller vers, et qu'il y a certaines femmes qui sont plus là-dedans. T'en as d'autres qui ont pris la polarité masculine, c'est moi qui vais vers, j'affirme haut et fort, je veux pas, et je te fais pas un coup de Trafalgar en te disant oh bah j'ai les enfants, alors donc je te dis oui, je te dis non, je te dis non, je te dis non. Mais certaines sont pas là-dedans. Et c'est souvent des femmes qui ont un féminin blessé, enfin qui ont des blessures, hein, donc qui sont, je dirais pas plus fragiles, mais qui ont une incapacité à se positionner dans l'archétype du masculin qui est tranchant, quoi. Je décide, je dis oui, je dis non, je dis oui, je dis non, c'est non. Tu vois ? Et donc les hommes aussi ont parfois ce problème-là. Je dis oui, je dis non, c'est non. Et c'est souvent lié à des blessures, hein. C'est la difficulté de mettre ses frontières. Moi, je vois une solution à ça, c'est la communication. C'est-à-dire, moi, c'est ce que j'essaye de faire maintenant, je ne le fais pas, mais essayer de comprendre pourquoi l'autre. Pourquoi l'homme, quoi ? Que soit homme ou pas, c'est de bien. Pourquoi par exemple sur le combat ? Alors que pour moi, on a une certaine fierté, alors même en tant que femme, on a une fierté, on n'ose pas demander. Oui, Là, oui, c'est vrai ça. On change les choses parce que dès qu'on comprend, on rentre un peu en empathie avec. Oui, ça va mieux. Dès qu'on rentre en empathie, qu'on comprend mieux la motivation de la réaction de la personne en face, tout de suite ça se détend, c'est clair. Et oui. Oui, alors faites passer le micro qui enregistre là. Manon, si tu peux le faire passer, oui, faites-le passer. Moins qu'on vous entende à la caméra, ce serait bien. Alors sinon, vous pouvez venir ici pour parler au micro qui amplifie. Non, où on vous entend, ça va ? Je trouvais ça intéressant pour contextualiser un petit peu. On parle d'une situation qui est établie, qui est dans une sorte de entre deux modèles qui se confrontent sans réellement de trouver de solution. Mais le modèle duquel on vient et qui existe depuis, je crois que l'homme est comme si, j'en crois, il y a un bouquin que j'ai lu qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle Le singe nu de Desmond Morris, qui est une sorte d'étude écologique de l'humanité. Oui. Qui tendrait à expliquer pourquoi les comportements humains sont tels qu'ils sont, dont le couple, le contrat de couple, dont son idée là, c'est qu'on viendrait d'un singe arboricole qui devient chasseur des plaines, sédentaire, et que là apparaît le couple et la division du travail avec l'homme qui va chasser parfois plusieurs jours,
la femme qui reste consentant, du coup le couple, parce qu'on ne veut pas que le maternité vienne de la maternité, Oui. et parce que le fait que l'homme aille chasser et qu'elle reste consentant, elle dépend de lui. Et donc il y a un lien de survie voilà, qui maintenant est complètement remis en question par l'économie actuelle. Bien sûr. Et puis dans ce milieu de survie, oui. Mais je pense que c'est intéressant de voir quand même d'où ça vient, pour savoir vers où on veut aller, parce que là clairement on est en train de changer vers quelque chose d'autre. On est dans la confusion parce que c'est très récent, ça fait un siècle, c'est extrêmement faible. Et on voit bien que notre société occidentale n'est pas dans un changement au même rythme que les autres sociétés. Ah oui, c'est clair. Le lien avec l'économie doit se faire. C'est fait, hein. Il y a beaucoup de personnes, je lisais un bouquin sur les sentiments capitalistes, hein, très récemment d'Eva Illouz. Donc il y a pas mal de sociologues qui s'interrogent sur le lien entre les relations amoureuses et notre époque contemporaine, au niveau social, hein, ce qui se passe avec cette accélération effectivement et cette évolution des mœurs très rapide de notre dernier siècle, alors que pendant des années, des siècles et des siècles, il y avait cet héritage dont tu parles qui est l'héritage des chasseurs-cueilleurs et autres de l'évolution darwiniste, hein, où vraiment voilà, les hommes sont là pour protéger les mâles et les femelles, et puis du coup on est dans un espèce de truc de survie, et donc c'est vu comme ça. Donc ça a beaucoup changé, et c'est vrai que les mentalités historiquement ont changé depuis très peu quand même, et pas partout. Je rappelle qu'on est ici privilégié en Occident quand même, hein, sur l'égalité femmes-hommes, hein. Même si on n'est pas tout à fait on n'est pas partout à la même enseigne sur tous les pays, hein. Alors, là, je rajoute une petite touche personnelle parce que ce que je viens de dire, c'est exactement différent de ce que je dis. Je pense que si beaucoup de couples avec des jeunes enfants se séparent aujourd'hui, c'est lié au fait que si l'homme n'est plus le pourvoyeur de nourriture, celui qui dépend de la famille pour s'occuper, voire même s'il le fait, mais qu'il reste beaucoup d'attente sur le côté, il se trouve que le fait de se séparer, ça garantit à l'un comme à l'autre d'avoir la moitié de son temps où il est tranquille. Il n'est plus dans un cercle où il doit changer des couches, il doit entendre des pleurs, il doit s'occuper de quelqu'un d'autre. Et je pense que on ne doit pas forcément être envisagé comme un truc qui prend toute la place sur l'ensemble de la vie. Je pense qu'il est sain d'avoir une partie de la vie réservée au partage et à être ensemble. Donc c'est très sain d'avoir énormément de place pour la construction personnelle et des choses qui vont profiter à l'autre peut-être, mais moins dans le... Il ne faut pas être ensemble tout le temps. Oui, c'est aussi un discours qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle, ça. Hein. Ne soyez pas trop fusionnels, hein, parce que sinon, dans la fusion, vous allez vous perdre. Donc, chacun au sein du couple vise à son épanouissement individuel, à retrouver son individualité et à avoir son espace personnel. Donc ça fait partie des mœurs actuelles, hein. On est vraiment avec cette quête du bonheur individuel. On voit beaucoup des discours comme ça apparaître, hein, des revendications comme ça, hommes et femmes d'ailleurs, hein. Je ne veux pas me perdre dans le couple. Le couple c'est bien, mais il n'y a pas que le couple dans la vie. Donc je vais passer aussi du temps avec moi, avec mes amis, avec mes activités propres, et je ne mets pas tout dans le couple. À mon avis, ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, justement, on est en plus vers le polyamour ou vers chacun essayer d'avoir un maximum de prétendants et d'en tirer un maximum. Mais en même temps, ben oui, ça part plus vers aussi du 100% du temps où on est avec l'autre et on va s'occuper de l'autre. Alors que je pense que le modèle dont on vient, qui a duré pendant toute la préhistoire et compagnie, c'est quelque chose où le gars a sa femme, la femme a son gars, mais pas obligés de partager ensemble, et la cellule familiale n'est pas concentrée autour de deux personnes plus enfants, c'est plus tribal, et il y a plus de place pour d'autres personnes, oui. D'être ensemble en petit familial. Oui. Mais ce discours, c'est un discours que je tiens souvent. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est de l'interroger. Parce que le modèle traditionnel du mariage est en train de capoter, et donc on voit des modèles apparaître différents, beaucoup plus ouverts, un lissage, je parlais d'androgyna, etc., des mœurs qui changent à toute allure. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est même pas de dire ça c'est mieux que ça, parce que vous pourriez dire et affirmer c'est mieux que chacun ait son espace individuel et qu'on ne fasse pas tout ensemble et que le couple soit remanié. Il y en a marre du couple traditionnel où on attend tout de l'un, tout de l'autre et on fait tout toujours ensemble. Donc chacun garde son espace, le couple c'est pas tout, on peut partager un peu mais pas tout. Donc ça c'est un discours plutôt actuel
Pas partout, hein, je rappelle, mais voilà, c'est plutôt quand même à la mode. Ce qui est intéressant, c'est de l'interroger. C'est est-ce que c'est vraiment vrai? Bon, voilà. Est-ce que c'est vrai pour mon couple, pour moi? Parce que ce qui est bien de manière ambiante, parce que c'est le discours actuel, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment bien pour moi? Si ça me parle, ce nouveau modèle-là, qui est de pas tout fusionner, voilà, on va pas trop fusionner, on va faire un peu mais pas trop. Et bien à ce moment-là, ok. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau social, en ce moment, il y a une mode autour de l'autonomie. Soyons indépendants, hommes et femmes. Mais grave, c'est-à-dire on voit une valeur, un drapeau ici, devenez autonome, ne vous attachez pas trop, ne partagez pas tout, gardez votre autonomie, gardez votre indépendance, et on l'entend bien aussi bien quand des femmes qu'en des hommes. Et encore presque plus, je dirais, dans le parti des camps des femmes. Les femmes luttent dans ces histoires de relations amoureuses pour s'attacher sans s'attacher. Il y a plein qui viennent me voir au cabinet pour me dire « Donnez-moi les clés pour que je ne sois pas attachée parce que je me sens dépendante affective. » Alors c'est le truc à la mode, ça. Je suis dépendante affective. Ah, là, c'est la grosse mode sur la dépendance affective. Donc je suis dépendante affective et je ne veux pas être dépendante affective, mais en même temps, j'arrive pas parce que je me sens attachée et je veux construire et il me plaît, mais je veux être autonome. Donc donnez-moi de l'autonomie, vivement l'autonomie. Le truc complètement alambiqué, et il y a vraiment une valeur en hausse qui est la valeur de l'autonomie, qui est extrêmement souffrante quand on la prend à la lettre et qu'on voudrait être archi-indépendant et surtout ne pas s'emmerder avec l'attachement et toutes les souffrances qui sont liées à l'attachement. Et donc s'extraire de la souffrance en fait. Je veux plus souffrir, allez, enlevez-moi la souffrance et enlevez-moi et rendez-moi autonome et comme ça je suis tranquille et comme ça je peux aimer tranquille, voilà, j'ai toutes les recettes magiques. Et bien ça marche pas comme ça, c'est un peu plus compliqué que ça, mais cette idée, je vous le pointe, parce que l'idée d'autonomie, c'est quand même une valeur forte en ce moment, qui n'est pas vue, comme si c'était normal. Et ben c'est pas normal, c'est une norme de notre époque, ça. C'est très lié à d'ailleurs, on peut penser au mouvement féministe. Les femmes ont revendiqué, et c'était très bien, et c'est très bien qu'elles le fassent, le droit à l'égalité, etc., dans tous les plans, sur tous les plans, et en même temps, ce truc, ça fait soyons autonomes, vive l'autonomie, hop là, et hop là pour l'autonomie, et surtout ne soyons plus dépendants de rien. Et donc à force, ça crée une séparation, hein. À force d'être indépendant, et ben on se relie plus. Voilà, on a du mal à accepter, à tolérer, je dirais plus à tolérer, pas la frustration ici, mais à tolérer une once de souffrance. Alors je dis pas d'être complètement raplapla par des relations amoureuses, mais quand même de pouvoir gérer, de surfer sur la vague de l'inconfort de la relation amoureuse qui est liée à l'attachement, hein, à une personne. Voilà. Donc ces attachements mous, c'est comme les identités molles masculines. C'est un peu, voilà, on veut s'attacher, mais un peu, mais pas trop, quoi. Hein, on veut être indépendant, on veut pas trop s'attacher. Donc on veut pas y aller, quoi. On veut pas aller dans l'eau froide. On veut de l'eau tiède. On a peur de l'eau. On a peur de plonger. Voilà. En tout cas, merci, parce que ça c'est vraiment très... ouais, c'est vraiment un discours qu'on entend assez fréquemment en ce moment. Hommes et femmes, hein, pas que hommes d'ailleurs. Oui, alors, retour du micro vers une femme. Je vais lui donner le micro, qui est le micro qui enregistre. Et si tu veux, peut-être c'est mieux qu'on t'entende d'ici. Comme ça, je te passe mon micro. Voilà, comme ça on entend mieux pour le public. Alors, bonsoir. Moi, je rebondis un peu pour ce que vous venez à peine de dire, parce que est-ce qu'on n'a pas envie aussi un peu, selon comment on s'est construit, justement, de voir, comment dire, on va parler de moi, hein, tout simplement. Très bien. Voilà, j'ai moi une famille qui marche très bien, entre guillemets, parce qu'on a tous des hauts et des bas, mais moi j'ai eu un modèle familial où ça fait 40 ans de mariage aujourd'hui. Ils sont très différents et complémentaires, mais ils sont quand même héritiers de l'ancienneté patriarcale, de tout ça. Donc il y a énormément d'exigences de maman, de féministes. Mais de l'autre côté, il y a aussi le père qui est un peu dans le lissage, mais pas trop. Donc finalement, c'est très compliqué de voir que la société évolue, les couples ne fonctionnent pas. On se dit, est-ce que l'héritage finalement est mieux, puisque finalement il y a une adaptation, mais en même temps, il y a
de la complémentarité. Il y a énormément de différences, mais en même temps, ils sont encore ensemble. Donc il y a énormément de choses qui se chamboulent et qui sont pas très claires finalement, parce que c'est quoi la recette finalement? Apparemment, l'ancienneté fait qu'on pourrait dire ils se sont rapprochés, donc au final ils durent encore, donc ils savent encore s'adapter, pourquoi pas, selon les difficultés qu'il y a eu tout au long de la vie. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas envie quelque part aussi de se rapprocher du fait de que ça fonctionne et qu'aujourd'hui c'est très compliqué et on se dit à l'ancienneté ils avaient peut-être pas le choix, mais en tout cas ils étaient encore ensemble et pourquoi pas. Mais aujourd'hui tout s'explose, comment les personnalités se construisent avec tous les réseaux sociaux, on est en plein dedans, moi j'ai à peu près la trentaine, donc comment se construire, tout s'est bouleversé finalement, et les couples s'est bouleversé aussi. Il y a la stabilité, l'homme comment se construit, la femme comment elle se construit. Enfin, pour moi, c'est pas très clair tout ça. Donc, c'est vrai que c'est vers quoi tendre. Je nage. Que bien sûr, on a nos valeurs, on a une construction à nous, on sait ce qu'on veut, comme vous disiez, une femme bien qui sait tout ce qu'elle veut, bien sûr. Et voilà. Après, c'est trouver en stabilité qui est compliqué. Et oui, nous vivons une époque moderne, charmante, avec beaucoup de liberté, mais aussi une vraie quête, une quête du bonheur qui parfois, cette quête, pour moi ce que j'en pense, il y a une quête du bonheur personnel, de l'épanouissement personnel, le mot épanouissement, soyons épanouis aussi, soyons libres, soyons indépendants, soyons épanouis, les drapeaux là. Et oui, et du coup, et surtout mettons beaucoup d'introspection sur notre psyché, notre compréhension de notre fonctionnement. Moi, c'est aussi ce qui fait. Je vis de ça aussi, mais c'est passionnant, et en même temps, c'est presque une injonction. Et donc ça complexifie beaucoup les rapports. Avant, tu disais, posez-moi une question. Effectivement, ils n'avaient pas trop le choix, donc c'était conditionné comme ça. C'est une autre époque. Ils ont tout, ils sont indépendants, ils sont différents. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient plus heureux. Il n'y a pas forcément parce qu'ils pouvaient être ensemble, parce qu'ils n'avaient pas trop le choix par rapport à des problèmes, notamment les femmes, s'ils avaient une dépendance financière. Mais bon, elles faisaient avec. Mais, il y avait des choses qui étaient un peu sous le tapis. Et on en faisait fi, on composait avec l'autorité masculine, avec la violence, bref. Bon, c'est une autre époque. Ça ne veut pas dire que c'était mieux. Ça veut dire que c'est juste différent. Mais il y a quelque chose de complexe qui veut, parce qu'on veut notre bonheur individuel, on veut vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose, une recherche, une quête. Je veux m'accomplir, je veux mon bonheur, je veux ceci, je veux cela. Alors là, ça devient extrêmement compliqué. Il faut que chacun dans le couple soit heureux. C'est un challenge. C'est un sacré challenge, la relation du couple. C'est hyper passionnant, mais c'est un sacré challenge. Et du coup, peut-être, pour moi, je dirais, pour simplifier, parce qu'il n'y a pas d'écueil, il n'y a pas de ratage. Il n'y a que des expériences qui se suivent les unes derrière les autres. Et chaque couple, chaque chemin, à chaque fois que tu fais un couple, ou tu mènes même pas un couple, tu mènes une relation, moi j'aime pas le mot couple, je dirais je suis en relation. Voilà, je suis en relation, elle est comme ci, comme ça, et elle est une suite d'expériences. Au lieu de me raconter l'histoire, que je forme un couple qui réussit ou qui rate. Tu vois ? Parce que là, tu te mets un stress et un challenge, tu rajoutes un challenge là où il n'y a peut-être pas besoin d'en rajouter. Donc pour simplifier tout ce qui est complexifié au jour d'aujourd'hui, peut-être c'est se détendre un peu et se dire, j'ai fait cette expérience avec cet homme-là, j'ai vu ça, j'ai compris ça sur moi, j'ai vu, ça s'est passé comme ça s'est terminé comme ça. Bon, il y a eu de la souffrance, il n'y a pas eu de la souffrance, il y a eu de la joie, il y a eu ce qu'il y a eu. Et je continue. Et je pourrais dire comme ça, des fois je dis souvent, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un chemin à suivre. Tu vois, une suite d'expériences comme ça à vivre. Parce que sinon tu te focalises sur oh là là, c'est compliqué, il faut que je me comprenne, il faut que je le comprenne, il faut qu'on arrive au bonheur, mais on n'y arrive pas. Il y a 70% des gens qui disputent, qui se divorcent, et puis il y en a 70%, voire 80% qui trompent en sous-marin. C'est la catastrophe où on va, etc. Voilà, alors là, on se fait peur, tu vois. Donc peut-être de voir juste comme une succession d'expériences et de dépendre avec ça et de dire ma foi, j'aurais pas de regrets si je me suis jetée à l'eau totalement. Mais j'aurais vécu totalement ma vie en étant il s'est passé ça, puis c'est passé ça, voilà. Plutôt que d'être dans la froideur en analysant trop. Après, tu vois, quand tu donnes le contrôle trop au mental et dans l'analyse et dans l'idée que tu te fais de comment ça devrait se passer, t'es plus en contact avec ton cœur, tes aspirations profondes de ton cœur, qui sont en général la connexion,
la contribution, la connexion. Et puis dans ton corps, tu quittes ton corps. Mais qu'est-ce que je sens maintenant avec lui? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Je sais pas dans l'avenir. Bon, dans l'avenir, je peux projeter de l'avenir, mais l'avenir on connaît pas. Peut-être que je peux me fier plus à ce que je sens dans mon corps et ce que je sens dans mon cœur, plutôt qu'à me fier toujours à mes schémas mentaux complexifiés à outrance de par la société moderne, tu vois. Voilà, moi c'est une proposition que je te fais. Je sais pas si c'est la meilleure proposition, mais en tout cas, c'est très intéressant aussi de monter au niveau cognitif et de réfléchir tout ça, comme on est en train de le faire ce soir. Mais ça ne donnera pas toutes les solutions, de toute façon. C'était aussi pour voir par rapport à... Parce qu'on parlait justement de tout ce qui était différent par rapport aux femmes et aux hommes castrés, tout ça. Et c'était vraiment pour rebondir sur aussi le sujet de voir vraiment les constructions qui se sont faites, mais à partir aujourd'hui de comment ça se construit. Oui, donc elle disait de voir comment ça s'est construit. Oui, mais c'est pour ça que je dis c'est intéressant. Comment ça s'est construit tout ça, et ce qu'il en résulte, et nos positionnements identitaires, masculin-féminin. Oui, c'est pour ça que je dis c'est intéressant. Il ne faut pas laisser tomber le cognitif. C'est intéressant d'aller creuser, de lire des bouquins là-dessus, de voir, d'écouter des vidéos là-dessus, de s'intéresser au sujet. Mais n'importe comment, une fois que tu t'es approprié ça, qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qu'il en reste de ça, tu vois? Est-ce que ça me met mieux? Est-ce que ça me donne de l'énergie? Est-ce que ça me prend de l'énergie? Voilà. Et c'est plutôt, je remets ça là maintenant, et je vois comment je me sens avec ça, tu vois? Parce que des fois, je suis une passionnée, hein, voilà, j'ai une curiosité et une soif d'apprendre et de comprendre, etc. C'est génial. Évidemment, il faut honorer ça. Mais des fois, c'est oublier qu'il y a quelque chose de ressenti dans le corps, de descendre plus bas, à l'intérieur, de voir mais qu'est-ce que je sens? Est-ce que cette relation me parle, elle ne me parle pas? Et d'en faire après, de dire bon, écoute, j'en fais une expérience, ça se passera, ça ira là où ça ira. Et puis, je me fais confiance dans ma capacité à gérer. Si j'arrive pas à gérer la souffrance, je me ferai aider, j'irai consulter, je ferai quelque chose, j'irai voir mes amis, j'ai des ressources, je vais faire quelque chose avec ça, tu vois. Voilà, comment j'entrevois les choses. Voilà. Je pense que c'est l'heure. Non. Moi, je voudrais vous remercier. On s'éloigne un peu du sujet, puisque pour moi, la quête du bonheur, c'est au contraire à interroger. Pourquoi est-ce qu'on court derrière tellement le bonheur, et est-ce que c'est vraiment une bonne idée de courir derrière ça? C'est plutôt une interrogation que j'ai en ce moment. C'est vrai que je voudrais juste boucler sur le thème masculin castré et féminin sacré. Féminin sacré. Je n'ai pas parlé du féminin sacré, du masculin sacré. Hein. Féminin castré et masculin castré et féminin frustré. Oh, je vais y arriver. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est de continuer à vous interroger et de voir vraiment, voilà, de mieux comprendre. Hein, quand je suis en face d'un homme et que je suis une femme, est-ce que je peux voir aussi les difficultés que rencontrent ces hommes qui ne sont pas apparentes, mais qui sont essentielles par rapport à des manques de repères? Et quand je suis un homme, est-ce que je peux voir aussi que les femmes ne font pas toujours exprès de prendre le pouvoir, d'être insatisfaites, d'être exigeantes, d'être perdues quelque part là-dedans? Voilà. Merci de m'avoir écoutée, je suis vraiment ravie. Et puis je vous retrouverai le 5 septembre pour une continuité dans des cafés couples à la Gazette Café.